Salam alaikum Azoul, bonsoir. Rétro Info comme chaque samedi pour parler des sujets de l'heure. Aujourd'hui, nous allons parler du Conseil des ministres présidé, entre guillemets bien sûr, par le président, entre guillemets toujours. Nous parlerons aussi de la mort du jeune Ayyash, Rabbi Yarhamou, et enfin de la commémoration du décès de M. Ait Ahmed et de M. Boumedine, Rabbi Yarhamou Fizouj. Et avec moi, donc pour en parler, j'ai ici avec moi mon ami Idir Ounoren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et je salue tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Merci. Alors, Samir Ougergouz va nous rejoindre bientôt, directeur d'une société défendre ses droits. Et depuis le Canada, notre ami Adel Jabbar. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Adel Jabbar, que nous avons réveillé, ou que nous avons cueilli au saut du lit, parce qu'il est très tôt en ce moment. J'étais dans les bras de ma Morphée. Ah. Pas de Morphée. Pas de Morphée, de votre Morphée. Exactement. Alors, Idir Ounoren. Donc, nous allons d'abord voir les titres, et puis nous allons commencer. Parfait. Le point, Algérie. Le président Bouteflika signe le dernier budget de son 4e mandat par AFP. Algérie Focus. Coincé durant 9 jours au fond d'un puits, le corps sans vie d'Ayesh, extirpé et rapidement inhumé par Massinissa Mansour. La voix d'Algérie. Hussein Ait Ahmed, l'homme d'honneur qui n'a jamais dissocié la politique de l'éthique, par la rédaction. Alors, nous allons commencer donc par ce fameux Conseil des ministres, Idir, alors, une remarque très importante. D'abord, toute la presse n'a rien mis au conditionnel, ni même repris une source. Toute la presse affirme que le président a présidé le Conseil des ministres. Comme ça, hein, le président Bouteflika a présidé. Et quelques titres se sont abstenus, n'ont pas voulu commenter l'événement. C'est déjà leur mérite, à leur honneur. Mais sinon, le plus grave, c'est que tous les journaux nous ont dit que le Conseil des ministres, la réunion du Conseil des ministres, s'est tenue à Alger. Ils nous ont dit Alger, ils ne nous ont pas dit à la présidence Mouradia. Pourquoi ? Pour éviter de nous dire que ça se passait à la résidence de Zeralda. Pourquoi ? Parce que ça suppose donc que le président n'était pas transportable de Zeralda à Al-Mouradia, serait son ambulance. Alors. Parfait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a eu, même s'il a eu la main un peu fragile pour signer la loi des finances, dans le communiqué officiel, ils actent certaines décisions concernant l'agence spatiale, concernant des tas de contrats signés de Sonatrach et les partenaires étrangers. Maintenant, vous dites que la réunion s'est tenue à Zeralda, ce qui laisse supposer, pour donner du confort au président, pour rester un peu diplomatique, la réunion s'est tenue donc à Zeralda. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a eu aucune allusion aux prochaines échéances électorales. Le communiqué termine par souhaiter la bonne année, les meilleurs vœux au peuple algérien. Alors que Louis Ahnou nous avait promis qu'il allait faire une déclaration le mercredi, allait parler, oui, tout à fait. Lors de voilà. D'ailleurs, d'habitude, c'est une tradition. Le Conseil des ministres se tient le mercredi, le dernier mercredi de l'année. Tout à fait. Or cette fois-ci, c'est tenu jeudi. Pourquoi ? Aucune idée. Maintenant, c'est pas une histoire de calendrier. Est-ce que le président était fatigué? Est-ce qu'il était à même de se déplacer ou de recevoir à la résidence médicalisée de Zeralda? Beaucoup de questions, mais qui pour moi sont pas si anecdotiques que ça, parce que s'il n'a pas pu se déplacer, c'est qu'il y a un problème. Je me base sur ce que vous... Mais de toute façon, on ne le montre qu'en train de signer comme ça. Rien d'autre. Hein. Oui, et même pas en gros plan. Hein. C'est vraiment pas en plan serré. Hein. De ce côté-là, c'est clair, les communicants du président de la République, ne serait-ce qu'au niveau de sa dynamique gestuelle, de sa posture, de ça se travaille et ça prend peut-être plusieurs plans. Moi, je ne suis pas professionnel de la communication. Mais donc, ce qu'il faut retenir, à mon sens, c'est qu'il a quand même, avec une main difficile, à signer la loi des finances. Ce qu'il faut dire aussi, que la loi des finances acte donc le budget pour 2019. Parallèlement à ça, aujourd'hui se tiennent des élections sénatoriales et pour moi, il me semble que ce sera la fin du dispositif
qui a été menée depuis l'été, depuis la mise à la retraite du général Hamel, de tous les généraux, de tout le mouvement des militaires, chefs de région, services de sécurité, du mouvement dans les magistrats, du mouvement des walis. C'est tout un nouveau tout le dispositif est mis. On attend qu'aujourd'hui à ce que les sénatoriales se déroulent et que peut-être début janvier, est-ce que M. Ben Salah va poser sa démission? Va-t-on le démissionner? Va-t-il rester? Sauf cas exceptionnel, le dispositif est pratiquement fait pour préparer les élections présidentielles, à mon sens. Adel Jabbar, au sujet de ce Conseil des ministres, de ce dernier Conseil des ministres de l'année, où on a parlé de loi de finances, où on a donc tout calculé, semble-t-il, sur la base d'un pétrole, d'un baril à une cinquantaine de dollars, pour dire que les jours à venir seront très, très difficiles. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire comme ça d'emblée? Un conseil des ministres, c'est une réunion pour entériner encore une décision qui a été prise et qui fait partie du plan de ce pouvoir-là. Nous avons vu une main chancelante d'un président extrêmement malade qui a mis beaucoup de temps pour signer, pour apposer sa signature sur une feuille. Et au-delà de cette signature qui ne représente absolument rien, qui entérine un budget affreux pour les Algériens, dont les conséquences seront affreuses sur le plan social et économique pour les Algériens, on est en train de nous mener encore en bateau pour nous faire dire que le président est encore apte à commander, à gérer, à gouverner, à décider, etc. C'est tout à fait secondaire. Donc le secondaire est en train d'écraser toutes les préoccupations qui nous prennent à la gorge et qui, sans absolument aucun doute, démontrent que l'Algérie est prise en tenaille et qu'elle se dirige de façon fracassante vers un mur qui va l'arrêter. Donc c'est ce que moi je retiens encore de ces mises en scène grossières où aucune solution intelligente n'est proposée aux Algériens pour sortir de cette situation-là. Au contraire, on continue, on imprime encore de l'argent. Il me semble, selon certaines informations, qu'on est entre 45 et 50 milliards de faux dinars imprimés. Cela ne va pas sans conséquence sur la vie des Algériens et le pouvoir d'achat. Donc c'est tout ce que moi je retiens. Sinon, pour le reste, c'est encore une fois de l'esbrouf, de la poudre aux yeux. C'est les fausses solutions qu'on est en train de proposer aux Algériens. Alors, en plus du fait que leurs propres images nous ont montré un Bouteflika très fatigué, qui a mis une éternité à poser une signature de façon très laborieuse, c'est à peine s'il n'est pas tombé, s'il n'a pas piqué du nez. En plus de ça, la presse, dans son unanimité, dans son entièreté, nous a rapporté que le président a présidé sans aucune autre forme de réserve. Et en plus, toute la presse qui a rapporté les événements nous parle d'un conseil des ministres qui s'est tenu à Alger. Aucun journal ni aucune télévision n'a osé dire que ça se tenait à la résidence de Zeralda et non pas à Al-Mouradia. Pourquoi, Adel Jabbar? Je vais vous dire une chose. La presse en Algérie, ou ce qu'il en reste, est malheureusement dans l'état où sont les pseudo-partis politiques. C'est tous des gens qui émargent sur le payroll, qui reçoivent leur chèque. Nous savons tous que notre presse ne survit qu'au chèque de paye qu'elle reçoit pour la publicité. Nous savons tous qui est derrière celui qui tient les mannes publicitaires. En l'occurrence, l'ex-Fouzi et l'ex-Haj Zoubir. Ça continue. La presse aujourd'hui, comme les partis politiques, sont des fonctionnaires. Pour ce qui me concerne, je considère qu'ils sont comme les fonctionnaires du gouvernement ou de l'État. Un fonctionnaire est payé pour fonctionner. Donc si on a titré, on a donné le même titre dans tous les journaux algériens, c'est qu'ils ont reçu le même document, avec le même contenu, avec le même texte, pour dire voici ce que vous avez à publier, c'est un ordre. C'est clair. Restez avec nous, Adel Jabbar, je reviens à vous dans un moment. Idir Onoran, est-ce que vous avez entendu parler de cet article qui est sorti aujourd'hui, El Khabar, et dont on nous dit qu'il a été retiré
du moins dans la version Internet, où on nous apprend que le DRS, l'ex-DRS, reprend quasiment ses prérogatives, qu'il a été quasiment réinstallé, y compris cette fameuse direction qui s'occupait de la presse, de fliquer un peu tout le monde. Pourquoi, à votre avis, pour rester un peu dans le même contexte, pourquoi le DRS revient-il en force après avoir été quasiment démantelé? À partir du moment où le Khabar, qui est réputé pour être un journal sérieux, oui. Cohérent, puisse à la une, moi j'ai lu que le titre oui. à la une, qui disait que le DRS reprenait toutes ses prérogatives. Oui. D'abord, ça acte là tout de suite, si l'information était vérifiée évidemment, ça acte que le fait d'avoir transformé les services de sécurité entre un département sous l'égide du général Tartag et un autre qui relève de la présidence et une direction qui relève de l'armée. Tout à fait. Grosso modo. Donc ça a dû créer des niveaux perturbateurs de commandement et ça a dû aussi donner des niveaux perturbateurs de communication, d'où peut-être tous les couacs et tous les dysfonctionnements qu'il y a eu. Oui, mais est-ce à dire qu'il y a un retour en force de l'ex-DRS et donc de ses chefs dans l'équation politique? Moi, je dis une chose, et je l'ai dit plusieurs fois il y a quelques mois ici, que moi je suis intimement convaincu que malgré le fait que le général Médienne soit mis à la retraite, ou peu importe comment on peut qualifier son départ, moi je pense qu'il a une capacité d'influence. Il serait encore présent évidemment, dans les équilibres. Une capacité d'influence, une capacité de nuisance, c'est selon. Il n'est pas interdit de penser que si les deux pôles qui dirigent l'Algérie, à savoir l'état-major et le cercle présidentiel, il y avait une confrontation non pas frontale, violente, mais disons des différences, des nuances ou des positions clivantes, moi je pense qu'il solliciterait M. Médienne. Mais si je vous disais qu'au-delà de ces rééquilibrages, c'est peut-être la panique qui s'installe, un régime qui sent que ça va exploser quelque part et qu'il vaut mieux avoir un service de renseignement, de flicage des Algériens aussi puissant que le DRS, donc le rappeler à la rescousse pour surveiller les Algériens éventuellement réprimés. Lui à sa rescousse, à la rescousse du système, c'est généralement quand on vous exclut du système, vous n'êtes jamais repris. Oui. Le seul cas, et j'ai dû le dire dans votre émission d'ailleurs, c'est M. Belkhaden qui avait subi un bannissement et qui revient là en position périphérique pour le moment. Est-ce qu'il est, je ne sais pas. Là, la question mérite d'être posée. Mais moi, je pense que le DRS, la police politique d'abord, est-ce qu'elle est toujours en œuvre ou pas? Ça, c'est important. Et toutes ces questions-là renvoient à... C'est-à-dire que nous, actuellement, les Algériens, les populations algériennes, les corps intermédiaires, toute la société algérienne, on est suspendus, vraiment suspendus au désir du clan présidentiel. On est tous suspens. Alors que ce qui devrait nous opposer les uns aux autres, c'est la loi, c'est la Constitution et c'est le droit. Ce qui est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. Donc c'est pour ça que toutes les supputations, les hypothèses, aussi bien fantaisistes ou celles qui tiennent un peu la route, finalement participent aussi au fait qu'on ne lit plus, on ne sait plus où ça va aller. Je suis en train de me dire, qu'est-ce qui va se passer le 17 janvier? Tous les paris sont ouverts. Évidemment. Adel Jabbar, je ne sais pas si vous êtes au courant, puisque ça s'est passé que ce matin. Le Khabar qui a publié, on ne sait pas si la version papier a été distribuée ou non. En tout cas, l'article a été retiré dans sa version Internet. On sent qu'il y a eu une forte pression où on nous apprend que le DRS revient en force. On ne nous donne pas de détails sur les chefs du DRS, s'ils reviennent aussi ou non, mais quasiment toutes les directions reviennent, y compris et surtout celle de flicage de la presse, celle de répression en quelque sorte, et sur la corruption aussi. Est-ce que c'est parce que le régime a peur qu'il a besoin de cette puissante machine de contrôle et de surveillance des Algériens, ou est-ce parce qu'un clan a remporté la victoire sur un autre et qui s'est imposé? Pour ce qui me concerne, j'imagine que le DRS n'est jamais parti. Il y a eu des restructurations, il y a eu du saupoudrage, il y a eu des recadrages, il y a eu Non, Adel Jabbar, excusez-moi de vous interrompre.
Le DRS a quasiment été démantelé. Je vais vous donner un seul exemple. Avant, avec chaque ministre, il y avait un colonel du DRS. Avec chaque wali, il y avait un commandant du DRS. Et il y avait des agents du DRS, y compris dans la dernière petite caserne. Ils fliquaient tout le monde. Ça a été démantelé tout ça. Il est resté deux grosses directions, l'une rattachée à la présidence et l'autre rattachée à l'armée, s'occupe de la sécurité de l'armée, mais rien à voir avec l'ex-DRS qui était une véritable pieuvre. Oui, mais est-ce pour autant que ce qu'on appelle l'état profond a disparu? Tant et aussi longtemps que nous vivons dans des régimes totalitaires et dictatoriaux. Adel Jabbar, excusez-moi. Il y a l'article qui est affiché à côté de vous, il est en plein pot là. Jihaz al-Mukhabarat yasta'id kull salahiyatih. Sur le titre de moi, je ne suis pas en train de voir l'article parce que je suis au téléphone avec vous, mais je vais vous dire une chose. Là, allez-y. Je me souviens du temps où j'étais en Algérie, il y avait deux journaux qui étaient près des sources de gorge profonde. C'est le Khabar et c'est le Watan. C'est eux qui allaient en premier ramasser les informations dites sécuritaires, dites stratégiques, etc. Aujourd'hui, si c'est Al-Khabar qui a ce scoop-là, je ne m'étonnerai point que ça soit encore une gorge profonde au niveau des services qui a donné. C'est un bal ensemble. Mais on nous dit que l'article a été retiré dans sa version Internet et on ne sait pas si la version papier a été distribuée ou non. Ma lecture des choses, c'est que depuis l'avènement de Bouteflika, du président Bouteflika s'est attelé à démanteler les institutions de l'État une par une pour asseoir l'autorité et avoir le monopole pratiquement de droit divin pour faire ce qu'il veut en Algérie. Depuis sa maladie, le pouvoir ou l'autorité s'est complètement effrité. Nous sommes passés d'une gestion verticale du pouvoir qui n'a jamais pu asseoir parce qu'en face de lui, le DRS ou l'État profond était encore là. On est passé de cette architecture, de cette géométrie verticale à une horizontalité. C'est pour ça qu'il y a une dilution des pouvoirs. Aujourd'hui, où est le pouvoir? On ne sait pas qui gère l'Algérie. Nous savons qu'il y a des mafias qui sont en train de gérer l'Algérie, les gens qui ont de l'argent, l'armée, les services de sécurité, les anciens généraux, tout le monde, le FN, le RND, la présidence. On ne sait pas qui gère en réalité l'Algérie. Ce matin, très tôt, vers 3 heures du matin, j'ai publié un bout de papier que j'avais trouvé extrêmement intéressant. C'était concernant Zour, qui se mettait en colère pour dire « la Kasbah ne vous concerne pas, c'est notre affaire ». Et un Algérien d'une intelligence incroyable a traduit ça en italien. Ça a donné Cosa Nostra. Cosa Nostra, Kasbah Nostra. La Cosa Nostra. La Cosa Nostra, c'est notre cause. Ouais. Donc, on est pratiquement dans un régime mafieux où rien n'est transparent, tout est opaque. Nous sommes en train de nous adonner à des supputations. Eux, ils ont leur plan. Ils sont en train de nous dire, en un mot, nous sommes là, nous resterons. Seul un déluge nous emportera. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Je reviens à vous dans un moment. Et c'est vrai, il semble nous dire, ce n'est pas votre affaire, tout ce qui se passe, c'est nous. Le peuple n'est en train de jouer aucun rôle. Sinon, je précise, on vient de me dire à l'oreillette que le Khabar a été distribué ce matin, la version papier. Mais sinon, une remarque, vous vouliez faire une remarque avant que je vous pose une question? Non, c'est-à-dire par rapport à l'état profond, ce que disait notre ami Adel, je partage entièrement. Mais le souci, c'est que le dysfonctionnement, pour moi, c'est une conséquence du démantèlement du DRS, en ce qui les concerne, oui, oui. Et qui a entraîné tout. Parce qu'à un moment donné, je le rejoins, que c'était une espèce de verticalité. Oui. Souvent, on a eu à le dire sur le plateau qu'il y avait des centres de décision qui prenaient de l'ampleur. Pourquoi? Parce que le pouvoir à la fois présidentiel n'était pas incarné, le DRS avait été démantelé, il n'y avait plus, disons, d'autorité au sens pas régalien du terme.
au sens algérien du terme, d'autorité, de l'injonction, à tous les niveaux, au niveau sociétal, au niveau de la presse, au niveau des entreprises, au niveau... C'est vrai qu'on sentait que ça partait en quenouille. Hein. Tout à fait. C'est pas que le DRS avait du bon, oui. Mais on sentait que tout ne reposait que sur le sécuritaire. Disons et quand il n'était plus là, c'était la débandade, la débâcle. Disons que les affaires étaient bien tenues. Mais ont-ils, ceux qui ont été à l'origine du démantèlement du DRS, si ça avait eu un impact positif sur l'émancipation des populations, la police politique complètement donc dissoute, la presse entièrement libre, ce que disait Adel là maintenant, où sévissait le colonel Fawzi, c'est vrai, sauf le Watan, monsieur Adel, qui n'a jamais eu, qui a décidé de ne pas donc prendre les subsides de la publicité. En Algérie, moi, il me semble qu'il y a des journalistes libres et il n'y a pas de presse libre. Ne prend pas les subsides de la publicité? Oui, tout à fait. Vous êtes sûr? Oui, je suis pratiquement sûr. Oui. Je serais très étonné. Si. Ce qui fait qu'on a des journalistes libres, mais on n'a pas de presse libre comme on l'entend dans le monde occidental et dans les pays démocratiques. Alors, avant de passer au sujet suivant, Louis Ahnoun nous avait informé la semaine passée que mercredi, lors du Conseil des ministres, Bouteflika, d'après elle, allait annoncer des mesures et des décisions concernant les présidentielles, si ça allait être reporté, si ça allait se tenir à l'échéance prévue, si le mandat actuel allait être prolongé. Et puis là, on ne nous dit rien, toujours. Sauf que Boucherb, le nouveau patron du FLN, nous a appris qu'il va y avoir un report, un cinquième mandat, notre mandat que Bouteflika allait rempiler pour un cinquième mandat. Et ça a été relayé par son pote, son copain de l'UJTA depuis Oran qui a dit la même chose. Oui, tout à fait. Puis d'abord, on a dit peut-être que le communiqué qui était censé émaner du secrétariat général du FLN est un faux. Lui-même s'est défendu de l'avoir fait publier sur son propre site, celui du FLN. Oui, bon, d'accord, on aurait pu, à la limite, là, ça devient pas cocasse, ça devient surréaliste, je veux dire, on n'est plus un pays. Au-delà du fait que le FLN a tout dilapidé, au moment où on célèbre la disparition de Hussein Aït Ahmed, l'assassinat d'Abben, le décès de Farhat Abbas, ils étaient d'un autre calibre et d'un autre tonneau. Il ne faut même pas pousser les choses, je veux dire. Quant au FLN, quant à M. Sidi Saïd, j'ai eu à le dire, et je rejoins Adel quand il dit c'est des fonctionnaires. Moi, je l'ai appelé le jour où on avait fait l'émission spéciale, le directeur général du GTA. Donc c'est un fonctionnaire, il fait partie de l'État profond, il est dans son rôle. Par contre, pour Mme Louise Ahnoun, il me semble qu'elle avait été reçue, ou elle avait demandé à être reçue par Salah Gaïd il y a quelques mois. Oui. Je ne sais pas où sont ses sources. Oui. Mais bon, elles ont l'air d'être un peu taries. En effet. Alors, Adel Djebbar, au sujet de cette histoire de Louise Ahnoun et des communiqués de Boucherb qui sont défendus aujourd'hui, qui dit non, ce n'est pas moi, quelqu'un s'est infiltré dans notre site du FLN, vous imaginez, pour poster cette lettre qui n'est pas de moi, et Sidi Saïd depuis Oran qui affirme qu'il y aura un cinquième mandat, que ça va être une fête démocratique, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement avant que nous passions au sujet suivant? Nous ne sommes pas à une pitrerie près. C'est des gens qui sont dans la périphérie du pouvoir. Elle n'a qu'à se regarder elle-même dans une glace pour dire « je suis le portrait type de l'autocrate ». Ça fait 30 ans qu'elle est à la tête de son parti. Elle fait partie, elle me fait rappeler un milliardaire rouge en France, je pense qu'il s'appelait Doumain. C'est quelqu'un qui mangeait dans la casserole des ouvriers, non pas par sympathie pour les ouvriers, mais par avarice. Il ne voulait pas dépenser de l'argent, c'était milliardaire. Elle est là, elle souffle le chaud et le froid, elle souffle généralement ce qu'on lui dit de souffler, mais je vous dis honnêtement, les gens ont cessé de les prendre au sérieux. Ce n'est même pas la peine de dire ils ne les croient pas, ils ne les prennent pas au sérieux. Prenez le dernier des Algériens dans la rue. Il vous dira « Moi, je n'ai jamais vu autant de cynisme politique que chez les Algériens. J'en rencontre des jeunes haragas qui viennent ici. Et je me suis évadé d'une prison. Le problème en Algérie, c'est que la classe, entre guillemets, parce qu'ils n'ont aucune classe politique, est complètement discréditée. C'est des
c'est des partis croupions qui ont été créés par vous savez qui ont eu un agrément. Ils sont généralement 4 petits copains qui tiennent leur congrès dans leur voiture. Mais ils n'oublient jamais de prendre le chèque à la fin du mois. Donc moi, ces gens-là, je ne leur accorde absolument aucun crédit. J'avais écrit un papier hier pour dire je suis très content, on est le 29 décembre, il va revenir, les pitreries vont reprendre. Parce qu'il nous a dit qu'il était malade, il a terminé son congé de maladie normalement hier. Et qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? Et donc, il raconte des histoires. Il dit ça, et tout le monde connaît ses casseroles, tout le monde connaît son parcours, tout le monde sait qui il est, le chef des ouvriers qui s'acoquine avec la centrale des... Pas le chef des ouvriers, pas le chef des ouvriers, Adel Jabbar. Le garde Chiourme. Le garde Chiourme. Oui, bien sûr. Restez avec nous, Adel Jabbar. Nous allons passer au sujet suivant. Nous venons d'être rejoints par Samir Ougergouz, directeur de Défendre ses droits. Merci, Samir, d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Alors, nous allons passer au sujet suivant, la mort du jeune Ayesh dans une petite bourgade près de Msila. Il est resté 5 jours et 5 nuits coincé dans un puits artésien de 30 cm, 35 cm de diamètre. Il ne pouvait même pas bouger, il était coincé comme ça. Et il est mort sans qu'on ait pu le tirer de ce piège mortel. Mais ceci a montré bien des facettes, ça a mis les populations locales très en colère. Sur cette question. Oui, c'est dramatique et on présente nos condoléances, on partage fraternellement notre peine avec sa famille. Mais ça acte aussi le manque de moyens peut-être de la protection civile de Msila. Est-ce qu'on a sollicité les services du génie militaire? Est-ce qu'il y a eu des actions coordonnées pour essayer, autant que faire se peut, de dégager le jeune Ayesh? C'est toutes ces questions. Moi, justement, je trouve ça pourquoi dramatique. Pourquoi la protection civile algérienne, les sapeurs-pompiers en Algérie, sont-ils si peu dotés de moyens, alors que quand on voit les budgets de l'armée, en termes d'équipement militaire, de dotation, d'armement, l'Algérie est l'un des 2 ou 3 pays africains les plus dotés, je crois, en Afrique. Pourquoi la protection civile, alors qu'elle est tellement utile, tellement nécessaire? C'est la clé de voûte d'un pays, la protection civile. Au-delà des catastrophes naturelles, il y a tous les jours des accidents domestiques, il y a des accidentés de la route. C'est les premiers qui sont ils devraient être surdotés, justement. Ils devraient avoir des héliports au moins sur une dizaine de wilayas, avec des hélicoptères chargés de transporter des malades en urgence ou des blessés en urgence. Mais là, ce qui est désolant, c'est qu'au niveau de Msila, qui est une région des hauts plateaux, vous connaissez bien cette région-là. Déshéritée, livrée à elle-même, déshéritée, qui a sorti, d'où sont nés de grands révolutionnaires algériens, et qu'en retour, on ne les développe pas. Ce qui pose aussi le problème du développement régional, de l'équilibre du développement régional. C'est toutes ces questions-là. Et on ne pourra pas avancer, il me semble, si le compteur algérien n'est pas remis à zéro. Adel Jabbar, sur cette question? Le sujet, d'abord, ça c'est un véritable sujet. Pour commencer, je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt. La mort de ce jeune, j'ai fait un papier pour dire que parce qu'il est un anonyme, comme il y en a des millions en Algérie. Il a fallu, et grâce aux réseaux sociaux, pour que son problème devienne un problème planétaire. Cela dénote du mépris profond, du manque de respect, de l'absence totale de citoyenneté de ce pays-là, de la part de ce pouvoir. On avait parlé des moyens, pourquoi autant de questions. Vous avez vu vous-même l'intervention du frère du défunt et de la prise de bec qu'il y a eu avec le Wali. Le Wali ou le Walou a mis 3 jours pour venir là-bas. Et il avait commencé à vouloir se disculper, à vouloir se donner raison. C'est toujours cette position, cette attitude arrogante et méprisante vis-à-vis des citoyens que nous sommes et des citoyens lambda, généralement des gens qui sont très pauvres. Mais il a eu une leçon de réalisme politique. Maintenant, pour revenir à la pseudo-puissance régionale qui dépense des milliards de dollars en équipement, en armement, etc., et qui a été incapable d'aller
sortir d'un puits un homme qui était coincé à 30 mètres d'altitude, de profondeur, mais qui est capable, par contre, d'aller nous empoisonner les dernières nappes d'eau que nous avons au Sahara en faisant des forages à 3000 mètres et en plus, c'est des forages qui sont dirigés. Donc, ils descendent dans la couche et puis ils vont à l'horizontale sur 500, 600, 800, 900 mètres pour aller chercher du gaz de schiste. Ils mettent tous les moyens, ils mettent tout l'argent, ils mobilisent tous les équipements, toutes les technologies nocives et toxiques pour les populations, pour tuer encore les Algériens de la région, mais ils ne sont pas capables d'aller chercher un homme qui est coincé dans un puits à 30 mètres. Maintenant, on va dire, si on avait... moi, pour conclure tout ça, je mets ça sur l'incompétence caractérisée de ce régime. Il ne sait rien faire. C'est des gens qui, avec 1000 milliards de dollars, ont conduit le pays en moins de 10 ans à la faillite. Et je l'ai dit la dernière fois, je vis dans un pays où la loi s'applique. Quand on est faillant, c'est-à-dire qu'on est à l'origine d'une faillite, on va directement au tribunal du commerce, on dépose le bilan. Malheureusement, chez nous, c'est les gens qui ont été faillants depuis 1962 qui continuent. Je reviens encore pour incriminer les gens qui ont pris le pouvoir en 62 qui ne l'ont jamais lâché. Maintenant, on est en train de nous, comment dirais-je, de nous proposer des fausses solutions pour de véritables problèmes. Tant et aussi longtemps que la démocratie ne soit pas installée en Algérie, que la transparence ne soit pas de fait et de mise, rien ne se produira en Algérie. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Restez avec nous. Oui. Samir Ouguergouz, sur ce sujet, tout le monde aura remarqué quelque chose. C'est que pour sévir, pour réprimer, pour contrer des manifestations, les interdire, l'État est omniprésent. Pour mettre des journalistes en prison. Vous avez vu à Constantine, par exemple, le mouvement Mouatana déplacé à Constantine, ils ont mis des moyens faramineux pour une quinzaine de militants qui s'étaient déplacés. On a mobilisé tout le parc véhicule de la voirie, des dizaines et des dizaines de camions pour bloquer le centre-ville. Vous imaginez. Alors que pour sauver un jeune homme qui est tombé dans un puits, impossible, rien à faire. Nous connaissons tous ces images des sapeurs-pompiers qui sont déplacés pour éteindre une voiture, je crois, en feu, et qui, une fois actionné les lances, n'avaient pas une goutte d'eau dans leur réserve. Vous imaginez alors? Moi, je pense, je me joins déjà à la famille du défunt pour l'exprimer et toutes mes sincères condoléances. Allah yarhamou. Mais bon, moi, je pense qu'on prend les mêmes et on recommence. Que ce soit en Algérie, en France, aux États-Unis, on monte des images, on essaye de surfer sur une vague, montrer qu'il y a des problèmes, qu'il n'y en a pas. C'est monnaie courante. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Il y a des morts de tous les jours dans les hôpitaux qui meurent pour des maladies bénignes en Algérie ou que ce soit ailleurs. Il y a un laissé-pour-compte du peuple, que ce soit en France ou en Algérie. Vous pensez que c'est comparable? Du peuple. Vous pensez vraiment que c'est comparable? Vous comparez les hôpitaux français aux hôpitaux algériens? Pas du tout. Vous comparez les moyens mis à la disposition des pompiers français à ceux mis à la disposition des pompiers algériens? Parce qu'il y a une volonté politique. Il y a une volonté politique. Moi, je ne sais pas quels sont les moyens qui ont été mis. Je ne veux pas remettre en cause la qualité et la formation ou les moyens peut-être des pompiers de Msila. J'ai aucune idée, je n'ai pas de connaissances Ils n'ont pas sur ces faits-là. pu tirer ce garçon de ce puits artésien 6 jours durant et 6 nuits durant. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de moyens. Ils ont dû recourir aux moyens privés. Tous les camions, quasiment, tous les camions, appartenaient aux entreprises privées. Vous savez, en Algérie, il n'y a, tous les engins, toutes les grues. Il n'y a pas un manque de moyens. Oui. Les moyens sont là, les moyens sont mal gérés. C'est une question de gestion. En Algérie, on organise la crise et on ne gère pas l'abondance. C'est un pays d'abondance. Oui. Les gens qui sont dans le sud, à qui appartiennent les puits de pétrole, puisque ce sont des gens qui se déplacent dans les déserts de manière séculaire. Oui. Donc ce sont les plus laissés pour compte en Algérie. Oui, ce sont les plus riches, qui sont foncièrement les plus riches, qui vivent sur des réserves de pétrole et de gaz, mais qui sont les plus pauvres d'Algérie. Le moins. Donc il me semble que c'est pas un épiphénomène, ce sont des phénomènes qui se produisent tous les jours ici et là, dans toutes les régions d'Algérie. Bon, on essaie de le monter en brèche, d'essayer de commenter l'actualité sur un sujet, mais c'est la refonte totale des institutions sur le plan de la justice. La justice en Algérie, elle existe. Les textes de droit existent. Ils sont des fois bien ou mal rédigés, et souvent, et à tort et à travers, mal interprétés ou pas du tout
pas du tout appliqués par les juges. Ou appliqués à Appliqués à rebours, leur façon. ou violés, tout simplement. Appliqués à leur façon. Les moyens médicaux existent. Il y a des très gros moyens qui sont mis en Algérie pour importer du matériel médical, former des médecins, mais vous verrez qu'il y a des machines qui ne sont pas du tout utilisées. Il n'y a pas le service après-vente. Il y a énormément de moyens qui sont mis en compte, mais il y a un laisser-aller, il n'y a plus d'espoir. Les gens n'ont plus d'espoir. Vous êtes patron, vous avez envie de partir. Vous êtes ouvrier, vous n'avez plus de rêve. Mais est-ce que ça ne montre Donc, pas... moi, je pense... Est-ce que ça ne montre pas ces dysfonctionnements, appelons-les comme ça? Il y a des Est-ce que ça ne montre pas l'inefficience d'un État qui n'en est pas un? Tout à fait. Les images que vous avez montrées, ce ne sont pas des épiphénomènes. Ça permet de catalyser des situations et des comportements qui sont ancrés, beaucoup plus profonds et dangereux pour l'avenir de la population. On retrouve des comportements comme ça. L'enjeu dans un pays, c'est d'avoir un pays solide sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé et sur le plan du progrès économique. Il n'y aura pas de progrès économique tant qu'il n'y aura pas un état de droit fort. Un état de droit fort, ça implique que les législateurs eux-mêmes, ou les gens, les ministres qui sont chargés de servir l'État, de servir les concitoyens, puissent imposer une politique et se soumettre eux-mêmes au droit. C'est la définition même d'un état de droit. Ouais, c'est la soumission des gens qui sont chargés de faire la loi, de se soumettre aux propres lois. On le voit que ce soit en Algérie, on ne va pas jeter l'opprobre sur l'Algérie en particulier, on parle de l'Algérie. Mais en France ou dans d'autres contrées, on le voit d'autant plus en Algérie, c'est fait avec beaucoup plus de désinvolture, beaucoup plus de mépris qu'en France ou qu'ailleurs. Et c'est malheureux pour un État qui se revendique étant « on est tous musulmans, on est tous algériens, on n'admet aucune particularité, un abat, kabyle ». Non, il y a des particularités, il y a des régionalismes, chacun doit observer, peut-être celui qui a envie d'être chrétien, libre à lui d'être chrétien. Ouais. En France, on observe toutes les religions. J'ai été abordé il y a 2 jours, j'ai été abordé par un monsieur, il m'a regardé dans une grande surface, il m'a dit « Excusez-moi, vous êtes bien le présentateur de Maralibi ?» Je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit « Je présente, je suis des Ouadia ». D'ailleurs, il m'a parlé d'Idirou Noran et de Hassan Hirish. Il m'a dit « Je suis chrétien, protestant ». Il était un peu gêné, il m'a dit « J'espère que vous n'allez pas mal prendre ». Je lui ai dit « Non, mais ça… » Libre à lui, hein. Libre à lui d'être animiste, de croire en des pierres. Je suis votre télévision, je connais d'ailleurs bien Idirou Noran. Moi, ça m'a semblé un peu curieux, parce que c'est vrai, ce n'est pas rentré dans nos mœurs. Nous sommes tous musulmans, nous sommes tous comme ci, nous sommes tous comme ça. Non, mais ça, c'est pour endormir le peuple. Oui, évidemment. L'ensemble de la classe politique, vous le savez bien, qui sont en Algérie, sont à Paris actuellement. On ne va pas rater quand même les fêtes. Oui. Hein, alors, nous allons passer au sujet suivant. Curieusement, la même journée, le 27 décembre, il me semble, a été la commémoration de la mort de Ben Ramdan et de Boumediene. Le cas Boumediene dont on a fêté, dont on a commémoré la 40e année de sa disparition. Et aussi de Aït Ahmed aussi. Donc on a commémoré, on a célébré la 3e année de sa disparition. Et donc j'aimerais que nous puissions parler un peu, surtout d'Aït Ahmed et de Boumediene. Pourquoi ? Parce que Boumediene est une personnalité un personnage en même temps très emblématique, qui était littéralement adulé de son vivant et qui aujourd'hui, après sa disparition, est devenu un personnage très, très polémique, très problématique aussi, dont certains disent qu'il est la cause première de tous les malheurs actuels, et que d'autres continuent de considérer comme étant l'homme providentiel. Et d'Aït Ahmed aussi, et je sais combien il y a de différences entre les uns et les autres, entre un Aït Ahmed, un Ben Ramdan, un Boumediene. Quoi dire je ne sais pas si vous avez parlé de M. Farhat Abbas, qui est aussi… Farhat Abbas aussi, effectivement, c'est impardonnable. Aujourd'hui, on célèbre aussi la commémoration du décès de M. Qui tombe en même temps aussi, là, à peu près un jour près. C'est entre le 25, je pense, décembre et ces 3 personnages qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Absolument. Chacun à sa façon. Dans le mouvement national, pendant la guerre de libération nationale, et pour 2 d'entre eux, il y en a un qui a été assassiné quand même, par ses frères d'armes.
Absolument, Abba Ramadan. Ben Ramadan. Et ça a Donc, été le mensonge fondateur, puisque le Moujahid de l'époque, en 1957, avait tombé au champ titré, 6 mois après sa mort, Abba Ramadan, quand les Moujahidines ont commencé à se poser des questions. Où est Abba Ramadan? Ils ont titré Abba Ramadan tombé au champ d'honneur. Tout à fait. Donc ces trois personnages qui sont complètement différents, je ne pense pas qu'on puisse traverser autant d'épreuves en faisant l'unanimité autour de sa personne, de son action, du temps de son vécu. Il est à remarquer que, par exemple, pour M. Boumedienne, on va commencer, bon, seulement je commencerai par M. Boumedienne. Bon, il était à l'armée des frontières, il y avait aussi Boussouf, il y avait Ali Menjli, il y avait beaucoup de personnages. Ils étaient du bon côté du Manche. Oui. Il y a eu l'entrée de l'armée des frontières dans leur treillis neuf et leur petit blindé. Il y a eu la guerre de Wilaya. Je ne reviendrai pas sur le passage de la prison d'Aulnay où M. Bouteflika avait été chargé de sonder les uns et les autres, les historiques, sur la possibilité d'être le numéro 2 et d'être le ministre de la Défense. Quasiment pour proposer à Boudiaf ou à Ben Bella que s'il voulait être président, il fallait prendre Ben Bella comme vice-président et ministre de la Défense. Tout à fait. Boudiaf a refusé, Ben Bella a accepté. Tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que M. Boumedienne est aussi responsable de la situation que nous vivons en Algérie, sur d'infinis plans, sur un plan économique, sur un plan culturel, sur un plan social, je dirais. Il faut dire que le redressement révolutionnaire du 19 juin 1965, on n'a pas eu de constitution, on n'a pas eu de liberté, tout était, la société a été quadrillée, il y avait le Conseil de la Révolution. Sorti de là, c'est politique, la politique de M. Belaïd Abdeslam, l'industrie industrialisante, c'est un échec. Le coup d'État de 62. Oui. Au-delà du coup d'État du d'État CNRA de fondateur. 62. Oui, tout à fait. Non, entièrement d'accord. Je voulais revenir au fait, quand ils ont pris le pouvoir, ils l'ont tous pris de manière violente, il ne faut pas croire. Oui. Peut-être que la seule passation qui s'est faite de manière correcte, ça a été celle de Chedli en remplacement justement du président Boumedienne. Tout le reste s'est fait dans la manigance, dans l'intrigue. On ne va pas revenir sur... les liquidations physiques. Tout à fait, les liquidations physiques ont fait partie de l'œuvre de cette époque-là aussi, parce qu'on a assassiné quand même Kérim, on a assassiné Rider. On a fait exécuter Chabani. Chabani, c'était sur la période de M. Ben Bella. Mais on dit que c'était Boumedienne qui était à la manœuvre. Oui, qui était à la manœuvre. Mais pourquoi? Parce que se posait aussi le problème des DAF. Oui. Et Chabani était contre. C'était l'un des axes contre, véritablement contre. Et moi, j'ai rien contre DAF les DAF. Sont des déserteurs de l'armée française. Il y en a beaucoup qui ont été de bons militaires, de bons généraux, d'autres peut-être un peu moins. L'histoire tranchera. Le souci, c'est pas celui-là. Mais pour M. Boumedienne, si on analyse la période, je me souviens très bien, la révolution agraire, c'est un échec. L'industrie industrialisante, c'est un échec. L'arabisation, c'est un échec. Oui. Sur ces trois volets, c'est un échec. Je rappellerai aux militants berbéristes, aux militants mazéristes de l'époque, parler berbère dans un café, et n'oubliez pas, c'était à l'époque de la puissante SM de M. Qasdim Erbah. Oui. Avoir un document écrit en tifinagh ou écrit en caractère latin était passible de prison. C'est toutes ces questions-là. Par contre, d'un point de vue global comme ça, c'est vrai que l'Algérie a fait le PANAF. Le festival panafricain. La Mecque des révolutionnaires. Alger, c'était la Mecque des révolutionnaires. Nous avons beaucoup aidé, surfé sur les indépendances des années 60 en Afrique, que ce soit le Mozambique, que ce soit l'Angola, nous étions très présents, nous avions une diplomatie, la Palestine. Pour rappel, simplement, il y a des documents, et à l'époque, c'était M. Paul Balta, qui était correspondant du Monde à Alger, qui écrivait l'Algérie, les services secrets algériens sont très présents dans la plaine de la Bekaa. Oui. Libanaise. Le Paul Balta, il faut dire très franchement, on n'est pas là. Il était très proche de Boumedienne. Donc pour moi, monsieur, sans être nihiliste, le manque de liberté, le manque de démocratie, on était sous le joug d'un Conseil de la Révolution, pas de constitution, pas de loi, le fait du prince, beaucoup de prisonniers politiques, beaucoup d'assassinats politiques. Ah ben si ça ne suffit pas. Alors, avant de vous donner la parole, Samir Belgous, nous allons donc voir ces images de sapeurs-pompiers qui vont éteindre un incendie en Algérie.
Non, non. Alors voilà, les pompiers arrivent, ils déroulent leur lance à incendie pour éteindre le sinistre, et là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ou alors, il y a de l'eau et l'équipement ne fonctionne pas. Voilà. Ils sont là à observer que le véhicule continue de se consumer doucement. Voilà, pas d'eau. C'est dire que les moyens... C'est dramatique. Voilà, c'est dramatique, c'est quasiment Heureusement, caricatural. Ça ne prête pas à des pertes de vie. Ouais. Samuel Ougergouz, nous revenons donc à la commémoration des anniversaires de la disparition de Boumedienne, entre autres Baït Ahmed aussi. Moi, très personnellement, Boumedienne, je ne le connais pas. Je le connais par Vous étiez jeune. J'étais jeune, je le connais de par les œuvres qu'il a faites, de par peut-être les grandes œuvres qu'il a faites. Moi, je me rappelle de lui comme étant quelqu'un que quand on allait à Alger, moi étant berbérophone, il était interdit pour mon père de parler berbère dans la rue. Je trouve ça inadmissible, première chose. Inadmissible. Pas à ce point, je crois. Moi, je ne me rappelle pas. Moi, l'époque, moi, j'étais adulte à ce moment-là. C'est une vrai honte, qu'il y avait une c'était une politique, honte. mais interdit de parler en berbère dans la rue. Il fallait pas parler Moi, je suis dans une région berbérophone, les gens parlaient berbère. Il y avait des gens, vous êtes des Aurès. Même à Alger, les gens parlaient. À Alger, il était dans certains endroits interdit, il était voire réprimé de parler berbère dans la rue. C'est ce que je me rappelle. Moi, je crois, Samuel Ougergouz, je vais vous dire. Je suis très franc Je vais avec vous dire, juste pour essayer d'éclairer votre lanterne. Je vous rappelle qu'il était quasiment impossible de permettre à des orchestres de chanter en berbère, de faire des conférences en berbère. C'est vrai. Mais de là à interdire aux gens de parler berbère, je ne pense pas que ça soit arrivé aussi loin. Mais je vous laisse poursuivre. Ça n'engage que vous. Hein, moi, c'était tel que l'éducation que j'ai reçue, les échos que j'ai eus de mes parents également, de mon père en particulier, qui allait très souvent sur Alger. Donc, c'est le premier point. Le second point, tel que vous l'avez souligné également tout à l'heure, au niveau de l'industrie industrialisante laissée par Boumedienne, qui n'a pas eu les effets escomptés, également la collectivisation de la terre. Un fellah, pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse bosser, il faut que sa terre lui appartienne. Quelqu'un ne travaillera pas la terre de quelqu'un d'autre si ce n'est pas la sienne. C'est une idée toute simple, c'est dans la nature humaine. Donc ça a été également un échec, la collectivisation des terres. Secondo, pour reparler de Sohaït Ahmed, que Dieu ait son âme, c'était quelqu'un qui avait pensé le politique. Vous avez qu'à regarder certaines images, certains écrits qu'il a laissés à 22, 23 ans, sans avoir fait des études. Il a repris les études sur le tard. Il a eu son doctorat à 50 ans. Il a commencé la politique à l'âge de 16 ans. Voilà, il a eu son doctorat. Il est également issu d'une famille qui était consciente, une famille politisée, une famille qui avait quand même dont les sujets de conversation étaient d'une conversation sur le devenir de l'Algérie et sur le devenir du vouloir vivre ensemble en Algérie. Donc il est d'un milieu également, si on peut dire, assez intellectuel. Il est d'un milieu assez aisé intellectuellement. Donc vous n'avez qu'à regarder ses écrits ou bien ses déclarations à 22, 23 ans. Il avait une vision sur l'Algérie, une vision de l'Algérie, pour les Algériens. Il était capable de conceptualiser la politique, d'avoir des solutions pragmatiques. Bon, il est advenu ce qu'il est advenu, emprisonné, il s'est évadé de la prison, il a dû s'exiler pour des raisons, puisqu'il a été contraint, de la même manière que Ben Bella en Algérie. Et voilà, ensuite... Et l'histoire lui a donné raison. C'est à lui que l'histoire a donné raison. Adel Jabbar, il ne nous reste plus de temps, moins d'une minute sur Boumedienne, Aït Ahmed ou l'un des deux. Une minute, pas plus. Je parlerai plutôt de Boumedienne. Boumedienne fut le héros de notre enfance et il fut aussi l'héros de notre adolescence. Mais il s'est avéré être le pire dictateur quand nous avons vieilli et nous avons pu accéder à un pan de notre histoire. Boumedienne, c'est l'échec lamentable du développement de l'Algérie. Il a échoué sur le plan politique, parce qu'il n'a jamais pu réaliser ce qu'il disait, créer c'est-à-dire un État qui est pérenne. Il a échoué dans tout le développement social, économique, politique. C'est une véritable ruine. Aujourd'hui, nous en payons les conséquences. Merci. Sur le plan des libertés. Merci Adel Jabbar, je suis obligé de vous interrompre. Je voudrais ajouter quelque chose. Mais très vite. Très vite. On n'en parle jamais sur aucune chaîne, même dans des écrits, certains journalistes ne s'essayent pas.
il faut en parler, des purges internes durant la guerre d'Algérie dont étaient victimes les Algériens. Donc ce sont les mêmes, ou pas les mêmes, je ne veux pas incriminer certaines personnes, qui ont tué leurs propres frères, dont mon grand-père a été victime de la part du FLN. Oui. Je tiens à le préciser. Ça reste Dans mon une page grand-père, sombre. si Abdelrahman J'espère Chir qu'on a été pourra victime. faire une émission sur Je ça vous le un dis. jour. Voilà. Un dernier mot, mais vraiment très vite. Oui, monsieur rendre hommage à M. Farhat Abbas aussi, à M. Aben Arnal et à M. Boumediene aussi. Sans être nihilistes, ils ont participé, chacun en ce qui le concerne, à des séquences de l'Algérie. Pour Boumediene, je voudrais rajouter une chose. Mais très vite. Il a donné la gratuité des soins. Il a donné la gratuité Il n'a pas de donné, l'école. ça appartient aux Algériens. Oui, mais il a fait exactement, vous me laissez juste terminer, c'est exactement ça. Il en a fait un droit constitutionnel au même titre, monsieur, de toutes les lois qui sont sorties du Conseil national de la résistance. Merci Dirou Nouren, merci Samir Ougergouz, merci Adel Jabbar, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qala khair b'salama.